déjà vous remercier chaleureusement pour cet accueil. Vous remercier particulièrement aussi pour l'intérêt que vous portez à mes travaux de recherche. J'avoue qu'il n'y a rien qui peut flatter autant, ne serait-ce que l'ego d'un auteur, ou du moins celui de quelqu'un qui est très engagé dans la pensée que quelqu'un qui lit en fait, que les lecteurs, que les gens qui tentent de donner une réalité concrète à une idée, à une pensée. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de vous proposer quelque chose aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans le propos, vous donner un petit peu le contexte de tout cela. C'est à la suite de nombreux travaux sur la question de la subjectivité, pour commencer. L'émergence du sujet, qu'est-ce qu'on entend par la notion de sujet, la notion de sujet qui suppose la question de l'identité, qui suppose la question de savoir ce que c'est qu'être soi. Alors vous voyez, on passe très rapidement du sujet de la conscience, un rappel à Descartes, au sujet de l'inconscient, qui respectivement propose des limitations à la question de la connaissance de soi, ou ce que Descartes appelle la conscience réflexive. Sujet de l'inconscient remet tout en question la notion d'identité, avec ce propos fort célèbre de Freud, qui rappelle que le moi n'est plus le maître dans sa propre demeure. On croit qu'on est libre, mais en fait on est agi plus qu'on décide d'agir. Donc c'est à la suite de cela que j'ai été amenée à poursuivre ce travail, cette réflexion sur la question de notre identité virtuelle, et qui prend par exemple la forme d'un avatar, ou de tous les usages qu'on peut avoir dans le champ de la virtualité. Alors évidemment, j'en suis venue à parler de la question d'un sujet du virtuel. Donc ça remonte à plusieurs années déjà, avec le travail plus précis à partir d'un ethos, d'un comportement particulier, qui est celui du selfie. Donc j'ai analysé ce phénomène. La question du selfie, et donc du champ de la virtualité, finalement, m'a conduite à poser une réflexion qui reviendrait à dire qu'est-ce qui, dans le monde contemporain, a permis l'émergence de ce type de comportement. C'est quand même pas anodin de se prendre en photo avec un appareil, avec un téléphone. Bon. Et surtout de publier ces photos-là. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait dans le champ, dans le mouvement contemporain, ce qu'on pourrait appeler, hein, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais je vous explique un peu le contexte, ce qu'on pourrait appeler l'hypermodernité, à la suite de la postmodernité. Aujourd'hui, on va aussi jusqu'à parler de cybermodernité. Qu'est-ce qui a fait que ce type de comportement a pu émerger? Est-ce que c'est simplement les conséquences de l'avènement d'un objet technique particulier, ce que j'appelle des objets écrans, smartphone, iPad, etc. Ou est-ce que ça traduit quelque chose de spécifique lié au sujet? Donc, en analysant les champs, les entours, pourrait-on dire, les contextes qui ont permis l'avènement d'un tel comportement, j'ai été amenée à travailler davantage ce qu'on pourrait appeler une société de l'image. Et donc, tout le registre, alors tu parlais de l'intime et de l'extime, hein, c'est une notion qui seront à repris à Lacan déjà, qui est la capacité d'exhiber sa vie intime au champ du regard de l'autre, sans parler d'exhibitionnisme ni quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est une pratique qui est rapidement arrivée avec les réseaux sociaux. Et donc, j'ai poursuivi ces bases de réflexion, toujours dans un registre du champ de la subjectivité, pour poursuivre, pour aller plus loin, une fois que j'avais établi toutes ces analyses-là. Je me suis posé la question de fond, qui restait quand même depuis le selfie. Le selfie est paru en 2016, vous voyez, quand même plusieurs années. J'avais toujours en moi cette problématique, finalement, qu'est-ce que l'on cherche à montrer quand on s'expose? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Entre-temps, c'est amplifié la problématique, notamment des influenceurs, pour parler que de cela, mais pas seulement. Et comme j'effectue un travail de veille, de surveillance constant sur les réseaux et de manière plus large, hein, dans le champ du virtuel, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que les influenceurs, en fait, et qu'il y avait une volonté féroce du professeur le plus aux palmes académiques, le plus reconnu, le plus avec les institutions les plus importantes, à l'ado qui cherche son quart d'heure de gloire ou ses 5 minutes de gloire, faisant le buzz sur YouTube avec un short, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait cette question de la reconnaissance qui devenait un enjeu majeur. Donc, c'est dans ce contexte-là, pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière cette quête de reconnaissance incroyable, que j'ai été amenée à écrire Les Vies vides. Alors, il y a eu ce premier constat. Il y a eu un autre constat qui a été l'apparition des réels, des short vidéos, avec un nouvel usage encore, le scrolling à tout crin.
Et alors au début, pétri de préjugés, hein, parce que ça fait, quand en général j'écris un livre, c'est qu'il y a plusieurs années de travail derrière, d'interrogation, de réflexion, de doute, et je l'écris que quand je sens que je suis arrivée à quelque chose. Et je me suis quand même, j'avais au début l'impression que c'était une attitude qui était très liée à une jeune génération. Voilà, donc j'étais pétrie de préjugés, jusqu'un jour d'ailleurs dans une conférence à Lille, je me retrouve devant un groupe de grands patrons, et je leur fais une intervention sur le virtuel, sur l'éthique du virtuel, et je leur pose la question, les shorts, les réels. En fait, moyenne d'âge 45-50 ans, et tous pratiquaient assidûment ce genre de comportement. Et puis je suis allée mener l'investigation plus loin, et je me suis rendu compte qu'en fait, évidemment, ça devenait un phénomène de société. Et alors, quand on regarde un petit peu de quoi il s'agit, on se rend compte que, par exemple, visionner ce type de vidéos très courtes, pour reprendre la formule de Lyotard, hein, c'est-à-dire à la mort des grands récits en 79, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est très éloigné de ce qu'on pourrait appeler une narration. On est en fait sur une captation d'un instant, d'un moment de vie. Il n'y a pas forcément de voyeurisme, il n'y a pas forcément de plaisir, il n'y a pas de récit en fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas un début, un milieu, une fin, et ça ne se joue pas à ce niveau-là. Il n'y a pas non plus forcément quelque chose de croustillant qui viendrait alimenter une forme de jouissance quelconque. Non. Bon, je me suis demandé, mais finalement, quel est l'intérêt de ce type de visionnage, qui d'ailleurs peut durer des heures d'abandon sur le rien. Parce que ça ne dit rien, ça ne montre rien. Ce sont des fragments, des captations, une saisie. Est-ce que c'est une saisie de la vie? Est-ce que c'est une saisie de notre quotidienneté? Est-ce que ça... En fait, non, il y a de tout. Alors, je peux comprendre les blagues, hein. Il y a des shorts qui sont très comiques. Je peux comprendre qu'on peut trouver une satisfaction, un plaisir comique, comme dirait Freud, on peut tout à fait comprendre. Mais pour une grande majorité, voir par exemple de la pâte se renverser dans un plat, c'est tout. Ça restait un mystère pour moi, franchement, j'avoue. Et j'essaie de comprendre, parce que c'est un peu le travail à la fois du philosophe et du psy aussi, hein. On essaie de comprendre les causes, on remonte à une explication des choses, on essaie de reprendre les causes des événements et des phénomènes, et dans ce contexte-là, j'ai essayé de saisir finalement ce que ça pouvait dire. Alors, j'en suis arrivée à me pencher sur cette notion de rien. Finalement, ça ne dit rien, ça ne montre rien, ça ne rapporte rien. Le temps passe, le temps défile, le temps se perd, c'est un temps de non-vie, de non-existence, c'est un temps d'absence. Et j'ai tenté de combiner finalement ces deux éléments. J'ai essayé de comprendre à la fois pourquoi il y avait cet engouement sur le rien, une volonté de consommer du virtuel, de s'absenter de la vie matérielle pour pouvoir s'échapper de quelque chose. Je ne comprenais pas. Et puis en même temps, il y avait cet autre usage d'une volonté de s'exhiber, de se montrer, d'une quête de reconnaissance qui paraissait insatiable. Voilà. Ça a été le contexte dans lequel s'est inscrit une réflexion sur les vies vides. Et donc ce que je voudrais vous proposer pour aujourd'hui, si ça vous va, je voudrais dans un premier temps vous proposer une enquête autour d'un travail sémantique, autour du rien, dans un contexte philosophique, voilà, avec tous les termes connexes qui pourraient avoisiner cette notion-là, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je voudrais finalement poursuivre cette question de la reconnaissance. Et dans un dernier temps, il sera question de répondre à ces riens, à ces vides qui semblent s'emparer de nous, qui en tout cas semblent vraiment s'accaparer d'une partie de notre monde contemporain. Et comment en sortir? Eh bien, une éthique de la sincérité sera une réponse possible à cette problématique. Est-ce que ça vous va comme pérégrination? Vous allez avoir la patience de m'écouter si je vous propose en partie la lecture d'un texte, ça va aller. Évidemment, on aura un temps d'échange fécond par la suite. Alors moi non plus, je ne connais pas le texte de Victor Hugo par cœur. Je voudrais, à la lecture, donc qui sera, ils vous disent, une agape, je voudrais que vous entendiez ce texte comme s'il avait écrit en parlant des réseaux sociaux, de Twitter, des anonymes, ceux qui ont donc des pseudos. Voilà, essayez de l'entendre sous ce registre-là. Ceux qui vivent, donc extrait des châtiments, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint, prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Voilà, fin de citation. Cet extrait en liminaire me permet de vous donner un contexte particulier. Très rapidement, j'ai été amenée à distinguer deux champs. Le champ donc, du sujet du virtuel, là où nos identités numériques et virtuelles s'expriment, ce que j'ai appelé des existences virtuelles factices, que l'on compose à loisir, que l'on façonne selon nos envies. On ne va pas évoquer le champ du métavers, mais ça peut vous donner une illustration emblématique. Donc ces existences qui sont illusoires, qui renvoient à une forme d'idéal du moi, pourrait-on dire, sur lesquelles on peut toucher, on peut avoir l'identité qu'on veut, on peut être ce qu'on veut à tout moment. Et j'oppose cela, comme le fait Victor Hugo, exister et vivre, j'oppose cela à la vie dans le sens du bios en grec, c'est-à-dire la vie biologique matérielle. Avec deux contextes particuliers. Les existences, ce sont là où on peut s'échapper à tout moment. Je fais écho au ghosting, par exemple. Ce sont là où finalement on peut être ce que l'on veut, sans aucun effort, sans aucune difficulté. C'est là où il n'y a pas d'enjeu. Je n'ai pas devoir, finalement, je n'ai pas de compte à rendre à personne, ni à l'altérité, je n'ai pas besoin de faire preuve de respect, je peux être le plus odieux des personnages, je n'ai rien à faire sous couvert d'anonymat, je n'ai pas de responsabilité. Donc ça, ce sont des existences. Les existences sont la manière que l'on a d'être dans le champ de la virtualité, qui s'oppose à la vie elle-même, à la vie, j'aime bien la notion dure, matérielle, une vie finalement qui nous rappelle constamment à ses fondements, à ses exigences, mais surtout une vie de laquelle on ne peut se défausser. Une vie finalement qui contient dans ce qu'elle est, comme on pourrait dire classiquement, une part de tragique. La tragédie de la vie elle-même, on ne peut pas y échapper. On est pour mourir, on est condamné par avance. On est confronté à la maladie, au deuil, à la perte, à la mort, à la rupture, aux émotions, aux affects qui nous touchent en permanence. On ne peut pas fuir. On est convoqué, on est appelé. Comme dirait Lévinas, elle nous oblige, la vie elle-même. Les relations charnelles, dans le sens de la chair, près de Michel Henry. On ne peut pas fuir quand on en aurait envie. Ainsi de suite. On ne peut pas tout contrôler. Alors, j'ai fait une sorte de dystopie et je me suis dit, c'est une dystopie, hein, j'espère que dans la réalité ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Prenons le cas d'une situation de confinement. On est 8 heures par jour derrière nos écrans, personne seule, coincée dans son appartement. Les seuls lieux de sociabilité sont faits par le champ du virtuel, idem pour son travail. Puis d'un coup, coupure de courant général. Plus de wifi, plus d'internet, plus d'ordinateur, plus rien. Là, le vide. La solitude, le silence, l'angoisse de la vie elle-même. Il ne serait pas tout à fait stupide d'imaginer qu'il y ait une volonté de fuir une vie sur laquelle on n'a pas prise, qui peut être anxiogène, qui est anxiogène par essence. Et finalement, une envie de fuir, d'échapper, à travers une autre possibilité qui désormais nous est offerte, par le champ de la virtualité. Ça n'est jamais une échappatoire que d'exister sur une autre scène, sur un autre mode, autrement, sans fatigue, sans responsabilité, sans exigence,
sans parfois même moralité. Voilà ce qui distinguerait le vivre d'exister. Et vous voyez, le poème de Victor Hugo des Châtiments est en écho profond avec cela. Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Quand j'ai rédigé ce livre, il est paru en 2023, je me suis rendu compte, le hasard a fait que c'était tout juste 40 ans après L'ère du vide de Gilles Lipovetsky, alors que je connais très bien. Et je me suis demandé si le vide qu'on connaissait aujourd'hui, donc il y a 40 ans, il n'y avait pas le champ virtuel, je me suis demandé si le vide dont parlait Gilles Lipovetsky, l'ère du vide, en 83, était le même que celui auquel on assistait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait tout un travail sémantique autour de la notion du vide que je vais vous proposer. Et il y a une phrase que j'ai retenue de l'ère du vide de Gilles Lipovetsky, c'est qu'il définit le vide, et ça j'aime beaucoup, et ça on va retrouver un point d'accointance, un vide, je cite, sans apocalypse ni tragique. Ça c'est très intéressant. C'est un vide qui n'a pas de dimension. Et là, ce qu'on va voir maintenant, si vous le voulez bien, c'est finalement, est-ce que le vide, c'est celui de l'absence? Est-ce que c'est celui du manque? Est-ce que c'est celui des ventres vides? La matérialité, le cri de la faim, du besoin, la pauvreté? Est-ce que c'est celui de la mort? Du suicide au sentiment de la perte? Est-ce que c'est celui du non-sens, de l'absurde? Camus? De quel vide s'agit-il en fait? Parce que finalement, ça serait peut-être qu'un écho, ce qu'on éprouve aujourd'hui, qu'un écho qu'on a toujours connu. Il n'est pas forcément utile de spécifier un champ spécifique, parce que peut-être on est dans le contemporain. Donc voilà, pour vous donner le cadre. Donc j'espère que je ne vais pas être trop fastidieuse et fatigante en vous présentant cette précision sémantique. Alors, pour commencer, Pour commencer, on pourrait parler du rien et du néant. Pour distinguer le rien et le néant, il faut savoir qu'en philo, ces termes ne sont pas forcément synonymes. Il y a la négation. Voilà. Je ne suis pas banquier, par exemple. Et puis, c'est pas forcément la même chose que je suis au chômage. La négation suppose l'être. Le non-être suppose l'être. En fait, ce sont les deux revers d'une même pièce. Pile et face vont ensemble. Il faut supposer le pile pour qu'il y ait une face, inversement. Donc la négation, ne pas être, suppose l'être. Le néant, c'est autre chose. C'est une forme pleine et entière. Pour distinguer ce qu'est le néant, alors est-ce que le rien dont j'essaye de saisir quelque chose, c'est le néant? Alors je vous propose, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour ceux qui seraient intéressés sur ces recherches, c'est la distinction qui va opposer Bergson à Bachelard. Et en tout cas, les deux s'opposent littéralement, mais Bachelard va reconnaître une dimension spécifique du néant, avec une image très belle qui est celle de la nuit. Quiconque n'a pas vécu cette nuit de plus en plus profonde, dans laquelle on entre pourtant avec consentement, comme si on se laissait glisser dans un trou abyssal, ne peut comprendre ce qui se joue dans la profondeur de l'âme humaine, quand la lumière du jour, celle du vivant, disparaît. Quiconque n'a pas vécu cette terreur de la nuit profonde, quiconque n'a pas vécu le vertige de cet au-delà nocturne de l'angoisse, ne peut saisir ce qui se joue dans ce que Bachelard appelle la métaphysique de la nuit, dans laquelle s'inscrit cette dialectique de l'être et du néant. Je cite, « La nuit n'a pas d'avenir. Sans doute, il est des nuits moins noires, où notre être du jour vit encore assez pour trafiquer avec ses souvenirs. En ces demi-nuits, notre être est encore là, traînant des drames humains, toute la lourdeur des vies mal faites. Mais déjà, sous cette vie abîmée, un abîme de non-être est ouvert, où s'engloutissent certains rêves nocturnes. » Fin de citation. Ce n'est pas tant la nuit qui diffracte le sujet au point de l'éclater, au point de l'anéantir littéralement, que le poids de la profondeur de cette nuit qui l'écrase. Là où, comme le dit Bachelard, je cite, « la conscience s'enténèbre ». La perte de conscience qui est aussi une perte de raison, dans la nuit, une impossible lucidité apparaît, un rapt de la pensée, rendant inconcevable tout cogito. Il y a une forme
d'irrationalité quand on tombe dans la nuit. Un terme qu'on pourra reprendre chez Ricoeur, que Ricoeur a commenté, c'est ce qu'on retrouve chez les Grecs, la logos, l'irrationnel rationnel. Toutefois, dans le rêve abyssal, n'y a-t-il pas des nuits où le rêveur se trompe d'abîme? Descend-il en lui-même? Va-t-il au-delà de lui-même? Fin de citation. Le rien n'est pas le néant. Bachelard ne s'accorde pas avec Bergson. La nuit est un trou dans lequel on tombe, la rencontre avec un autre néant, là où la raison s'absente, là où le sujet disparaît. C'est intéressant, je n'ai pas tout repris, mais il parle d'un anté-sujet. C'est comme si on avait affaire à l'antériorité d'un sujet, comme si on préexistait avant même d'exister. Dans la nuit, il y a quelque chose de l'ordre de cette absence. Poursuivons. Je vais être laconique sur chaque terme, mais j'ai tout développé dans l'ouvrage, par exemple. N'être rien. Alors, est-ce que le rien, c'est le fait de n'être rien? D'être réduit à néant, on pourrait dire. Alors, évidemment, vous voyez à qui je peux faire référence, si votre mémoire est exacte. Ces gens qui ne sont rien. La fameuse formule d'Emmanuel Macron. Contre les logiques d'évaluation et d'efficacité, contre l'évaluation sociale, l'ubérisation, à force de chercher à devenir quelqu'un, on finit par n'être plus personne. On se souvient de la formule d'Emmanuel Macron, ces gens qui ne sont rien. Ce rien se ramène à l'angoisse de la vie ratée. Dans un contexte où les valeurs d'efficacité, de rentabilité sont dominantes, héritées de la post-modernité, puis de l'hypermodernité. En opposition à cela, on trouve les logiques spirituelles du cœur vide ou du vide du cœur. Or, effectivement, n'être rien dans la logique sociale, se réduire à ce néant, vous savez, c'est la fameuse Rolex de ces gars-là. On a raté sa vie si on n'a pas eu de Rolex à 50 ans, c'est abject hein, comme définition. Ça traduit ce sentiment-là, ce sentiment d'échec social. Alors, est-ce que le rien dont j'essaie de saisir quelque chose, c'est cet échec social, ce sentiment de ratage permanent, de n'être rien socialement parlant. Alors cette idée d'être rien, dans le sens où notamment l'a employé Emmanuel Macron, peut s'opposer à une spiritualité du vide. Là, je change encore de registre. Je voudrais vous proposer deux termes en écho l'un avec l'autre, le cœur vide et le vide du cœur. Alors, le cœur vide, j'étais très heureuse, Ludivine, chère Ludivine, en hommage à notre brève discussion dans la voiture tout à l'heure, Ludivine qui a travaillé une partie de ses études sur la médiévale en philo, a aussi m'a cité avec beaucoup de bonheur le travail de Maître Eckhart, et on retrouve cette notion, donc dans le mystique rénan du XIIIe siècle, cette notion de cœur vide chez Eckhart. Alors, dans la mystique chrétienne, on peut évoquer aussi la kénose. Hein, la kénose, ça vient de kénosis, ça veut dire vider, se dépouiller. C'est la manière dont le Christ, par exemple, dans la Bible, se dépouille littéralement, se vide de ses attributs divins. C'est le moment de l'homme-dieu, voilà, pour vous donner un contexte. Mais j'aime beaucoup cette formule parce que finalement, elle rentre en écho. Le cœur vide dans la mystique chrétienne et le vide du cœur, du côté rien à voir, du côté de la mystique asiatique, du côté de Mishima. Et on est sur deux logiques différentes, de vide du cœur, dans les sens opposés. Du côté de la mystique chrétienne, hein. Alors, juste pour le plaisir, je vous donne la définition de Maître Eckhart. Qu'est-ce qu'un cœur vide, dit-il, donc dans Sermon et Traité? Un cœur qui n'étant pas chargé ni troublé par quoi que ce soit, ni attaché à rien, ne voit nulle part dans le monde son avantage, mais est plongé entièrement dans la plus chère volonté de Dieu, ayant renoncé à la sienne propre. Maître Eckhart va parler de l'abnégation du cœur pur, c'est se soustraire de soi-même pour laisser la place pour accueillir l'infini. Bon. On est dans un registre différent du vide du cœur, qu'on retrouve chez Mishima, dans la mystique taoïste, et qui est bien différente. Finalement, je vous renvoie au très beau texte Mishima ou la vision du vide, écrit par Marguerite Duras, dans laquelle elle va analyser la pratique du seppuku. Le seppuku, on retrouve, c'est dans un terme plus connu, c'est la notion d'harakiri. Et en fait, c'est une mise en scène de sa propre mort, de son suicide, pourrait-on dire, mais dans une logique très particulière, hautement symbolique, où il y a un sabre et une décapitation, donc un sabre dans le ventre et une décapitation. Et donc, c'est quelque chose de très cérémonieux. Et cette pratique-là, de se donner la mort dans un registre extrêmement cérémonial et presque sacré, ça permet de laver l'insulte sociale, le gémou et le géri, pour reprendre les termes japonais, la honte que l'on a pu avoir dans le champ social.
Donc c'est pour purger des comportements et retrouver un salut, pourrait-on dire, quand on n'a pas été à la hauteur de ce que la société pourra attendre de nous. Alors je ne vais pas rentrer dans la logique de Mishima, hein. Mais Mishima, en tout cas, ce suicide-là, hein, c'est un suicide qu'il a très souvent mis en scène dans ses écrits, et aussi dans un film qu'il a réalisé lui-même en 1966. Donc à partir de sa nouvelle qui s'appelle Patriotisme, ça s'appelle Yukuku, ou Rite de l'amour et de la mort, voilà. Et donc il a mis en scène extrêmement souvent ce type de situation, et lui-même l'a pratiqué. Voilà. Donc il faut savoir que Mishima était un homosexuel, hein, c'est très compliqué dans la société avec un père qui était général, je crois, et c'était impossible de pratiquer l'homosexualité dans le contexte qui était le sien. Voilà. Il a une pensée d'extrême droite aussi, tant qu'à faire, autant dire des choses. Enfin, c'est une très belle écriture, je vous laisserai en juger par vous-même. Mais c'est intéressant parce que là, on se pose la question de savoir le vide du cœur au cœur vide, se vider le cœur de toutes les aspirations jusqu'à la conduite du suicide. Est-ce que le rien dont il est question va jusqu'à la question de la mort et la question du suicide? Alors là encore, on va aller plus loin puisqu'on va rentrer du suicide de Mishima. Je voudrais faire un écho à William Styron, qui est l'auteur, peut-être vous connaissez, du Choix de Sophie. Il a écrit aussi un texte magnifique qui s'appelle Face aux ténèbres et qui rend compte de sa dépression pendant de très nombreuses années et des abîmes qu'il a rencontrés lors de ce champ dépressif qu'il a traversé pendant d'années en années et qu'il a fait flirter avec la tentation du suicide en permanence. Et moi, j'aime à distinguer deux choses, c'est un avis personnel. J'aime à distinguer deux choses dans le rapport au suicide et peut-être aussi d'un point de vue clinicienne. J'aime à distinguer le fait de ne plus vouloir vivre, Styron, le fait de vouloir mourir. C'est deux volontés différentes. C'est intéressant parce que ne plus vouloir vivre, c'est une négation de la vie. Et le fait de vouloir mourir, c'est une vision positive de la mort. C'est-à-dire que je m'explique, c'est un être vers la mort, pourrait-on dire. Tandis que dans le fait de ne plus vouloir vivre, c'est une négation de la vie elle-même. Dans le fait de ne plus vouloir vivre, c'est ce qui distingue d'une certaine manière, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais c'est pour vous donner une image, c'est ce qui distingue un appel au suicide, par le suicide, d'une volonté de mourir. On sait très bien que quelqu'un qui veut mourir, on ne peut pas l'empêcher. Et j'aime beaucoup distinguer le rapport à la mort, au suicide, entre Mishima et Styron, parce que Styron, qui a traversé des crises atroces, qui est tombé dans des abîmes sans fond, et finalement la distinction entre les deux, c'est que Mishima ne ratera pas son suicide, qu'il a mis en scène, qu'il a prévu pendant de longues années, tandis que, donc il va mourir à 45 ans, tandis que Styron va mourir à 81 ans d'une pneumonie. Vous voyez la différence? Et là encore, quand on est en proie à la dépression, quand on est en proie au vide de la vie elle-même, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie, ben est-ce que le rien dont j'essaye de saisir quelque chose, c'est un rien qui se rapporte au champ dépressif? Est-ce que c'est un rien qui est celui de la dépression qui peut conduire au suicide? Je ne le pense pas encore de la même manière. Poursuivons notre investigation. Ça va, c'est pas trop fastidieux pour vous? Je continue. Alors, je vous ai épargné tout le champ sémantique et étymologique du vide. Il y en a beaucoup. J'ai pas repris non plus le vide en physique. Sachez que la nature a horreur du vide. Le vide en physique n'existe pas. Y compris dans la physique quantique, j'ai la chance de pouvoir être très proche d'un physicien du CNRS avec qui j'ai eu cette discussion, notamment en électrodynamique. Donc, ça n'existe pas, même une salle blanche ne fait jamais le vide totalement. Donc le vide n'existe pas dans le champ de la physique, c'est intéressant à savoir cette notion-là. Donc je vous ai épargné toutes les définitions des dictionnaires, y compris spécialisés. Là, je voudrais m'intéresser un instant sur le trou et le creux. Ressentir le vide, c'est tomber dans un trou. On a vu le trou de la dépression, par exemple. On tombe dans un abîme. Styron, Mishima. Le vide, c'est un trou qu'on n'aurait pas vu venir. Comme une défectuosité sur la route, une fissure qu'on aurait oublié de colmater et qui se serait agrandie avec le temps, l'air de rien. Un trou dans lequel on tombe alors qu'on marchait sur le chemin du quotidien, serein, en regardant ailleurs que nos pieds. Le trou dans lequel on tombe, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas vu venir. Le trou se présente comme une effraction dans le rythme banal et anodin de la vie ordinaire. Il est l'instant qui précipite la chute, le moment de bascule entre le plein de l'insouciance et la béance du trouble. Le trou, c'est l'orifice de nos désirs. Le lieu de la nuit noire, celui aussi de l'ignorance. Le trou de mémoire, comme le trou de la serrure, le trou est un passage sombre qui suppose la lumière. De l'opacité nécessaire pour qu'advienne la clarté.
Il est ce qui absorbe et repousse les limites de l'humanité quand il est parfaitement noir. Il est l'envers de toute existence, des petits trous jusqu'à la fin le grand trou. Le trou, c'est l'affolement, l'égarement de la déesse athée, l'irrationnel que je citais précédemment de la logos. Au début, le trou est un creux, une ligne droite qui se présente comme l'envers d'une boursouflure. De forme incurvée qui serait presque chaleureuse, il donne envie de se blottir en lui comme dans le creux des bras, celui des mains ou celui des reins. Le creux est arrondi et accueille n'importe quelle forme, il est presque rassurant. Mais ce serait oublier que le creux, ce n'est toujours que la moitié d'un trou. À l'image de ce sein creusé dont on a enlevé la tumeur, ou encore du creux de ce ventre dont la maigreur laisse paraître de saillantes côtes. C'est aussi le creux de ses joues marquées si violemment par le souci inévitable de la vie matérielle, par l'abondance des nuits sans sommeil, par l'incertitude terrifiante de l'avenir. Le creux de ses joues, que rien ne pourrait combler, ne fait que s'accentuer avec le temps. Le creux raconte qu'auparavant la ligne était droite, parfaite, sans aspérité, que le fonctionnement naturel de cette ligne, de cette courbe, de cette route est d'être sans détournement. Mais le creux change le cours naturel des choses et crée une vague, une oscillation. Il met en place une géographie mouvante, il instaure une troisième dimension. Le creux soulève un problème alors qu'il n'y en avait pas jusqu'alors. Il s'accompagne d'inquiétudes, venant rompre brutalement avec la sérénité, frapper dans le coin de l'âme jusqu'à forger une autre matière. Le creux vient taper fort jusqu'à laisser une marque, tupos en grec, empreinte, une marque dans l'âme. Il est indélébile, il est cette part de vide qui s'impose de plein pied dans la vie. Le creux, on le retrouve aussi, je le citais précédemment, dans ces ventres vides. Alors, est-ce que le rien dont je cherche à saisir encore quelque chose, c'est celui de la pauvreté et de l'indigence, quand on n'a rien, quand on n'a plus rien pour vivre, qu'on n'a plus rien à manger? Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à ce rien-là? Que dit réellement le cri des ventres vides? Ce moment où la faim des ventres vides tord de douleur. Il raconte le vide. Ce vide-là, on appelle au plein immédiat. C'est une exigence radicale, sans négociation possible. Il faut remplir le ventre. Le besoin est ultime. Appel impérieux. La pauvreté, comme l'absence de biens matériels, et l'indigence, comme l'absence de pensée, sont l'expression d'une autre forme de vide. Ainsi, un ventre vide va à chercher à tout prix à se remplir. Or, que raconte le combat? La lutte pour la vie contre le vide. L'indigence, quand elle est pauvreté intellectuelle ou morale, répond-elle à la même nécessité? Jusqu'où l'empressement de la satisfaction du besoin peut-il conduire? Jusqu'à la violence? Jusqu'à la destruction? Jusqu'à l'inhumanité et à la barbarie? Cette inhumanité en l'homme? Le cri du ventre vide, c'est le vol du pain de Jean Valjean dans Les Misérables. Je ne vais pas lire le passage parce qu'il va me donner envie de pleurer, à chaque fois je ne peux pas faire autrement. Mais je vous rappelle juste, je vais le faire de tête, l'histoire de Jean Valjean, c'est un moment où il vit avec sa sœur qui a 7 enfants. Depuis des mois, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'argent. Il y a 7 enfants, 7 ventres, ceux des adultes, qui crient famine, qui hurlent de douleur. Il est sans espoir, il ne sait plus que faire, il ne sait plus où travailler. Il va décider à ce moment-là de briser la vitre du boulanger. Et au moment où il va passer la main pour attraper ce pain, pour nourrir 7 ventres d'enfants vides, eh bien, elle va se faire attraper. Vous la connaissez, la suite de Jean Valjean dans Les Misérables, devenu forçat, etc. C'est la violence du crime pour la vie. Ce vide-là demande à être rempli immédiatement. Les ventres vides et les esprits vides, l'indigence, demandent à être remplis immédiatement. On parlait tout à l'heure brièvement dans la voiture. J'avais l'impression d'avoir beaucoup vieilli depuis que j'étais prof en terminale. Ça remonte à 2000 ans, 2001-2003. J'avais 21 ans, peut-être 22 ans. Et je me souviens que je suis devenue prof avec mes élèves, un peu comme on devient mère avec ses enfants. Et on apprenait ensemble, en fait. On a appris un langage commun, on a appris à parler la même langue, à se rencontrer dans les mots, à se rencontrer dans les idées. J'ai appris une pédagogie, parce que j'avais des générales, terminale générale, j'avais aussi des techniques. Et faire 2 heures de philo après des BTNH, des cuisiniers, 6 heures de cuisine qui t'ont eu en amont, il faut trouver les arguments. Devant une classe de 35 élèves, tous à peu près du même âge que moi. J'avais jamais eu aucune autorité. Et pourtant, j'en ai toujours avec qui j'échange sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je me rends compte qu'on avait le même âge, c'est vertigineux.
Eh bien, l'indigence. Il y a quelques temps, là, j'ai repris des jeunes, des Master 1. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, des Master 1 qui ont vraiment l'âge du Master. Et depuis 20 ans, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout à fait sur le même rapport au savoir. Qu'il n'y avait pas tout à fait la même... comment dire ? Plotin parle de la forma formarum, de former un esprit dans le sens de le sculpter, de lui donner une forme. Il y a quelque chose de l'ordre du burinage dans l'apprentissage, dans la pédagogie, on cesse de donner une forme à notre pensée. Eh bien, il m'avait semblé qu'on avait affaire peut-être encore à master, à des esprits bruts, qui n'avaient pas été tellement dégrossis ou sculptés, au sens où, on pourrait l'entendre, Platon s'élever à une abstraction, à un concept. Aidos en grec, ça donnait la forme. Eh bien, j'ai quand même été très heureuse de constater parmi ces étudiants en école d'ingénieur, avec qui je faisais de la philo, et de la psy d'ailleurs, travail sur les subjectivités, leur appétence, leur désir d'apprendre dans un champ qui était complètement hors contexte avec leurs études, dans un pur plaisir pour eux. Je doute fort que ça puisse leur être vraiment très utile, un travail sur la subjectivité dans un cursus d'ingénieur, et pourtant, ils étaient en demande, en appétence. C'est ça l'indigence, savoir aussi nourrir, un appel aussi impérieux que les ventres vides, que ce besoin de nourrir les esprits vides. Pourtant, ce n'est pas encore le vide dont je cherche à dire quelque chose. Abordons la question de l'absence et du manque. Alors le manque, grand enjeu contemporain. Dans une société que j'aimais qualifier de la jouissance, une société de la jouissance, qu'est-ce que c'est que la jouissance ? La jouissance, c'est là où ça fait pchit dans l'instant. Quand vous couplez le besoin de jouissance, de satisfaction immédiate, dans un registre d'hyper-modernité, d'hubris, de démesure et d'excès, où finalement l'intensité se veut toujours plus forte. Ça veut dire que c'est exactement ça la question de la jouissance, toujours plus. Dans une insatisfaction chronique, dans une logique de jouissance, de tout de suite, dans un contexte où le temps est celui de l'eketnouk, de l'ici et maintenant, de l'instantanéisme. Jouir le plus possible, dans une intensité toujours la plus grande, je passe sur les comportements organiques, dans un contexte de temporalité qui est l'immédiateté, société de la jouissance. Le grand perdant de tout ça, c'est le désir. Pourquoi ? Parce que le désir, c'est ce qui est couplé au manque. Le désir vise la satisfaction. Ce qu'il y a entre mon désir et la satisfaction, c'est le manque. Dans une société de la jouissance, de l'ici et du maintenant, il n'y a plus de place pour le manque. Si vous enlevez le manque, vous enlevez le sujet. Le sujet, je ne vais pas revenir sur je me suis beaucoup étalée déjà beaucoup sur ça, mais le sujet est sujet de manque par essence. Et c'est bien parce qu'il est porté par le désir qui tend vers. Mais si on suppose le désir, on suppose un autre temps que celui de l'instant, un temps long pourrait-on dire, celui de la durée bergsonienne, on tend vers, je tends vers la satisfaction, donc cela suppose une temporalité, une représentation du temps qui n'est pas celle de l'instant. Cela suppose la problématique du manque, donc de l'insatisfaction, donc de la douleur, ce fameux tragique de la vie elle-même. Mais cela suppose aussi de se concevoir comme un être de projet, de devenir. Quand on vit dans un contexte d'Igetnung, d'ici et maintenant, d'instantanéisme, il est plus possible de se positionner en termes de devenir, de projet. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que ça fait écho, parlant des jeunes générations, à une absence d'avenir. L'absence de désir, l'absence de se définir comme l'être de projet, c'est une notion sartrienne. Je tends vers. Pas de désir, pas de but, pas de devenir. C'est toute la problématique de l'espérance, de l'espoir, toute la problématique du projet qui saute. Ok, bon, c'est juste pour vous dire ça. Mais c'est aussi la question du manque qui devient intolérable. Le manque est un sentiment, une frustration intolérable. Quand vous avez par exemple Amazon qui va créer ce que j'appelle des passages à l'acte consommateur par des algorithmes, on est dans une logique de la jouissance. Amazon ou bien d'autres, où on veut être servi tout de suite, appel à ton désir, qu'on veut être satisfait immédiatement, dans une logique toujours plus rapide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tue le manque. Alors qu'en est-il ? Le manque, c'est le manque de l'autre, l'absence. C'est le rien de l'autre, c'est sa négation. Poursuivons. Il est de ces vides que rien ne pourrait combler, de ces vides que aucun divertissement ou jouissance ne saurait masquer, de ces vides qui deviennent tout de suite des plaies qui ne suturent jamais. Tel est le cas de l'absence ou du manque. L'absence, ce n'est pas simplement le moment où l'autre n'est pas là. C'est le moment où la présence de l'autre est vécue sous la forme d'une négativité. La présence est le plein de l'autre, l'absence en est le vide.
C'est le moment où ce qui me lie à l'autre me fait mal, me fait physiquement mal. C'est le moment où le lien devient étau. L'absence ne fait que réveiller le manque. Quand l'absence se fait ressentir, c'est le désir qui se tord. L'absence révèle ce qu'il y a de plus douloureux dans le désir, le manque. D'ailleurs, l'absence ne se remarque que lorsqu'elle est manque. Une absence sans le manque ne serait qu'un oubli. Oublier l'autre, ce n'est pas souffrir de son absence. Penser l'évanescence de l'autre comme une absence, c'est déjà souffrir du manque. L'absence en cela est une déchirure. Elle ouvre une brèche, qui très vite devient un gouffre. L'absence qui est manque peut aussi se mouvoir en attente portée par l'espoir. Mais à la différence de l'attente, qui s'accompagne toujours d'un espoir de quelque chose, l'absence est avant tout l'expérience du vide, et souvent du vide de l'autre. C'est le moment où l'amour ne remplit plus, ce moment terrible où la présence de l'autre nous a désertés jusqu'à laisser un immense vide. Ce n'est plus le creux des ventres vides en attente de nourriture, mais le vide laissé par l'indifférence, une indifférence mortelle qui nous ferait regretter un instant d'être encore vivant sans l'autre, le deuil, la perte, le vide de l'autre, l'absence radicale. Ce n'est pas l'attente, c'est le rien, sa négation. Mais là encore, c'est un rien tragique, presque métaphysique. Ce n'est pas le rien du scrolling, ce n'est pas le rien du contemporain. Alors, je vais passer sur le fait que le vide n'est donc pas la mort. La mort est une dimension tragique, métaphysique, ultime. On pourrait passer une vie à écrire sur la mort, sur le sentiment de l'absence, sur le manque, sur tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. J'ai terminé mon propos en parlant de l'indifférence. Il me semble qu'on se rapproche là, de quelque chose qui serait plus proche de ce vide contemporain dont j'essaie de saisir quelque chose. Indifférence et insignifiance. Je hais les indifférents. Je crois, comme Friedrich Hebel, que vivre, c'est résister. Il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. Celui qui vit vraiment ne peut qu'être citoyen et prendre parti. L'indifférence est l'abolie. L'abolie, c'est l'absence de volonté. L'indifférence est l'abolie, le parasitisme, la lâcheté, ce n'est pas la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents, clame Gramsci en 1917. Je hais les indifférents, très beau texte que je vous recommande de lire. Quand vivre ou mourir s'équivalent, mais que vivre nécessite en plus un effort, qui ne fait pas sens à l'image de Sisyphe. Ce héros homérique qui porte en lui, je cite, la haine de la mort et la passion de la vie, et qui fut condamné par les dieux à un effort insoutenable et sans cesse renouvelé, sans échappatoire. Se pose alors la question du pourquoi. Pourquoi lutter pour vivre? Pour rien. Autant céder, je cite, Camus bien sûr. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Il faut connaître la nuit, encore Bachelard. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus cesse. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant sur son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin. Fin de citation. La vie est portée par un désir. Elle suppose un effort, un manque, une frustration, le tragique. Et quand le désir est vide, ou qu'il s'évanouit, qu'il devient froid, alors c'est la mort. Gramsci distingue les hommes, les simples hommes, ceux qui existent, coucou Hugo, de ceux qui s'engagent, les partisans, les résistants, ceux qui vivent, faisant lui aussi de l'existence un phare de la vie. C'est alors qu'il y a rupture, ça cède. Comme le dirait Camus, ce divorce entre l'homme et sa vie, c'est précisément ce à quoi on assiste, un divorce entre l'homme et sa vie. C'est proprement le sentiment d'absurdité. Il y a bien, dans le scrolling, un sentiment d'absurdité. Ainsi vivre demande une attention constante à la vie. Mais quand l'indifférence et l'insignifiance ont pris toute la place, quand il y a divorce entre l'homme et sa vie, alors il y a deux solutions, soit la mort, soit l'effacement. La mort, c'est le suicide de la vie, c'est le néant qui l'emporte, c'est la disparition totale. L'effacement, c'est la parenthèse, c'est le sujet devenu diaphane, fading, la disparition. C'est se tenir tout droit dans l'ombre et n'exister qu'en surface. Voici à quoi pourrait s'apparenter le vide, dont je tente de saisir quelque chose. La vacuité. L'indifférence entendue comme équivalence. Il y a un texte que j'ai découvert grâce à un de mes amis que j'aime, enfin quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Gori, qui avait commenté pour un de mes livres, pour lequel il a fait une postface. Ça s'appelle Une fille sans qualité de Julie Zé, texte allemand.
Dans ce texte, l'autrice présente donc une jeune fille comme une héritière, une arrière-petite-fille du nihilisme. Et dans ce texte, elle présente une situation, enfin, plusieurs situations. Je vous invite à lire, c'est dystopique, c'est vertigineux. C'est un texte qui m'a aidé à comprendre, en tout cas en partie, des mouvements contemporains. Et elle parle d'un rapport à la vie qui est celui d'une équivalence. C'est une notion que j'ai beaucoup déployée dans mon travail sur une psychopathologie de la vie hyper et cybermoderne. Une équivalence, ça veut dire quoi? C'est une indifférence à l'égard de tout. Équivalence, c'est là où tout se vaut. Mais si tout se vaut, il n'y a plus de valeur. Vivre ou mourir, faire ou pas faire, dire ou se taire, ainsi de suite. Baiser ou pas baiser. Tout est équivalent. Et donc, cette indifférence, emblématique, elle prend l'expression « je m'en fous, je m'en moque, je m'en fous ». Je m'en fous finalement, c'est ça ou c'est l'inverse, c'est contingent. Ça peut être ou ne pas être. C'est une indifférence affublée d'une équivalence. Une indifférence à l'égard de toute chose, à l'égard de la vie. C'est donc, je crois que c'est dans une interview à Libé que Libé avait fait pour annoncer le forum de bioéthique l'année dernière, où j'avais parlé de cette notion, une forme de désengagement. Désengagement à l'égard du monde, de la vie, mais un désengagement humain aussi par voie de conséquence. Alors je poursuis. Et j'aime beaucoup parce que ça rejoint une forme d'absurde. Mais il ne faut pas oublier que le théâtre de l'absurde, la littérature de l'absurde, s'inscrit dans un mouvement esthétique, dans un mouvement de revendication, dans un mouvement politique. Là, c'est à rien sans enjeu, une vacuité, une contingence. Le vide que je tente de saisir est donc celui d'une absence sans absent, de l'attente sans objet, une attente de rien. Il est un temps qui s'absente, aussi glaçant que le silence, dont je rappelle que c'est le vide de parole, et qui place le sujet sous vide, littéralement. Ou encore hors de tout lieu, de tout temps. Le vide dépouille, coucou la kénose, il est mis à nu comme mis à terre. Et quand on tombe dans le trou du vide, on ne s'y habitue pas. On se laisse glisser, jusqu'à ne plus rien ressentir. Apathie, apathéienne, ni joie ni peine, on survit comme un condamné à mort défoncé par la lucidité. Alors, on devient indifférent à tout, indifférent à la vie. Le vide des vies vides, c'est la vacuité, l'indifférence comme équivalence. Rappelez-vous les derniers mots de Sisyphe de Camus. Horrible. Il faut donc imaginer Sisyphe heureux. J'ai rajouté le donc. Alors, la question c'est comment en sommes-nous arrivés là? Ça va, vous avez encore un peu de jus parce que là j'ai fait que le diagnostic. Ça va, j'ai un peu de temps encore? Merci beaucoup. Ouais, je vais prendre encore 20 minutes, ça va aller? Bon. J'ai essayé de comprendre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel pourrait être... Alors, j'ai un super schéma que je vous montre comme ça de loin. Je vais essayer de vous l'expliquer. D'où est venu ce sentiment de vide? Alors, pour moi, c'est pas simplement la question, évidemment, de l'arrivée du numérique. Pour moi, c'est juste la conséquence. C'est-à-dire que c'est le point d'acmé. Mais ça remonte beaucoup plus loin. D'ailleurs, il y a une période dont on est obligé de se souvenir, qu'on doit convoquer, c'est notamment avec Nietzsche, à la fin du 19e, le nihilisme. Le nihilisme, c'est quand même l'ère du rien, de la négation, du néant. Donc, qu'est-ce qui fait que, comment pourrait-on expliquer qu'on est arrivé à ce sentiment particulier de vide, qui pour moi est donc bien différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui, mais qui a des causes. Alors, je vais expliquer 5 causes qui ont donné lieu à 2 grandes révolutions et qui ont eu des conséquences. Ok? Les causes. Tout d'abord, l'avènement de vides idéologiques. Alors, idéaux comme des idéaux, c'est la mort des idéaux. En fait, c'est un contexte spirituel et politique. Pour dire les choses très simplement, l'Occident est tombé dans une forme d'immanence. Donc là, je vais passer très vite dessus. En ce qui concerne les grands paradigmes, ce qu'on pourrait appeler une Weltanschauung, une représentation du monde. Classiquement, en Occident, on a le référent chez les Grecs, c'est la nature, forme de transcendance. Pendant la chrétienté, 15 siècles, c'est Dieu, monothéisme. À l'époque des Lumières, c'est la raison universelle. On a 3 grands référents de transcendance. Puis, au 19e siècle, advient, à partir d'ailleurs du 18e, les grands courants athéistes, Feuerbach, etc., on va tomber dans un rapport au monde qu'on appelle de l'ordre de l'immanence. En clair, on part de l'homme et on y reste. Donc là, vous imaginez qu'il y a eu une chute atroce. C'est la perte de la transcendance et du sacré
dans le champ de l'Occident, entraînant un sentiment, alors j'aime beaucoup un sentiment d'immanence, ce qui fait que emblématiquement, ça prend la forme de ce qu'on appelle, alors malheureusement avec l'existentialisme, l'être jeté. C'est très belle quand même, qui arrive à Heidegger, bon je ne vais pas citer Heidegger, mais on va dire c'était Sartre. Je ne citerai plus jamais Heidegger, vous savez très bien pourquoi, voilà. Mais cette image de l'être jeté, c'est quand même très emblématique de ça. Un être jeté, c'est un être seul, l'être élément de Sartre est tout à fait ça, jeté dans le monde, sans lien. Quel qu'il soit, ni spirituel, ni avec la communauté, ni rien. C'est un être isolé, on a suffisamment représenté ça à Sartre. Mais emblématiquement, l'immanence, c'est un être jeté. Responsable de tout, il se fait lui-même, de sa responsabilité même, etc. Ce vide spirituel a entraîné aussi un vide politique, avec l'avènement jusqu'à propaganda, hein. Bernen, neveu de Freud, qui déjà, alors évidemment, 2 guerres mondiales, je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand même, la barbarie, c'est le néant, l'autodestruction, l'inhumanité en l'homme, enfin bref. Puis l'avènement, pour ne parler que de ça, de la politique show, la fameuse société du spectacle de Debord, les situationnistes qui vont dénoncer cela, finalement, où tout, parlant de sincérité, tout n'est que facticité, tout n'est qu'illusion, tout est fait que dans un but de créer l'adhésion, de convaincre ou d'endoctriner. Donc la politique show, qui, l'image de soi va remplacer l'idée d'un bien commun. Il y a un gap au niveau politique entre le souci aristotélicien d'un bien commun, d'un bien vivre ensemble, et l'avènement, alors ça on va voir en conséquence, de l'individualisme, où le sujet est au centre, tout puissant, totalement responsable, dont la liberté est au centre. Il y a un gap quand même. Ensuite, deuxième cause, le vide social. Donc le contexte du capitalisme, la libéralisation des marchés, caractéristiques sociales et sociétales de la cybermodernité, les logiques d'efficacité, de rentabilité, les réifications du sujet, j'en passe et des meilleurs. Le vide qui a entraîné un vide collectif lié à l'individualisme, et donc notamment avec une absence d'utopie. Donc finalement, ça, c'est une conséquence aussi des pertes de transcendance. Les dimanches vides, hein, alors évidemment, je me suis inspirée du Principe Espérance en 2 ou 3 volumes, 2 volumes, moi j'en ai eu que 2 en tout cas, de Ernest Bloch, qui a inspiré le Principe Responsabilité de Ancionas. Très beau texte pour comprendre, c'est un très beau texte de sociologie en amont de la postmodernité. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus cité, ce texte il est complètement tombé dans l'oubli, hein. Bon, c'est très dense. Et le déficit de l'imaginaire dans la culture de loisirs, pour prendre que ces exemples-là, où on assiste à un vide social. Donc finalement, ça fait plus champ social. Les communautés remplacent le collectif. Le vide éthique, bon, je ne vais pas m'étaler non plus sur cette idée-là qu'on retrouve chez Ancionas, qui fait écho aussi à un vide de liberté qu'on trouve aussi bien chez Hegel que chez Ancionas. Donc durcissement des normes morales, avec notamment la présence, l'avènement d'une métaéthique, mais absence de normes transcendantes. Voilà. Le vide intime, là aussi encore une désubjectivation du sujet, course effrénée à la réalisation de soi. Ça, c'est toutes les grandes idées de la postmodernité, la quête du bien-être et du plaisir, la quête du bonheur à tout prix, la quête de la réussite, marchandisation des corps, production des jouissances, consumérisme à tout craint, entraînant solitude et oubli de soi. Le renforcement du développement personnel dans le but de faire de l'identité, de l'ipséité, hein, on va dire, du rapport à soi, quelque chose qui doit rapporter, qui doit être rentable, je dois être heureux, comme un impératif catégorique hyper moderne, ça entraîne paradoxalement une vraie réflexion éthique sur soi. Le souci de soi dont on entendait par exemple, commenté par Foucault, mais des Grecs, on en est loin. Le tragique vide, vivre répond à une certitude tragique qu'on ne veut plus. Occultation de la dimension tragique de l'existence, de la vie elle-même, et enfin le vide numérique, qui nous offre une proposition inédite, où désormais on peut posséder ce don d'ubiquité entre vivre matériellement, par le corps, et exister en même temps sur une autre scène. Et cela entraîne 2 révolutions, je le disais tout à l'heure. Deux révolutions que j'ai appelées Deus ex machina, l'avènement donc d'un monde technoscientifique fondamental, notamment la question du numérique, et Homo Deus, coucou Harari, je me rappelle, Homo Deus, en fait l'homme-dieu,
qui emblématiquement symbolise la révolution hyper individualiste, avec les pleins pouvoirs, l'homme au centre de tout, est capable de tout sans limitation. Et ça, c'est exacerbé dans le contexte du numérique. Les conséquences, je ne vais pas développer, donc de ces deux révolutions. Les conséquences. Alors, j'aime beaucoup l'idée des mondes numériques parce que finalement, on ne peut pas penser la révolution numérique sans penser le contexte social dans lequel elle se déploie. C'est vraiment un mouvement global. Quand je parlais des comportements générés par l'algorithme d'Amazon qui entraîne des passages à l'acte consommateur, ça ne peut pas se concevoir sans le contexte capitaliste, le contexte social de la société dans laquelle il se déploie. Donc c'est jamais divisible. Donc les conséquences, c'est un sujet vide de sa substance, évidé, évidemment. Donc désubjectivisé, désubstantialisé, identité éclatée, diffractée, liquide, dirait Bauman encore. Sentiment donc de l'errance et de l'égarement, des sujets errants. Ça fait penser aux hikikomori, vous savez, bon je ne vais pas développer ça non plus. Ces adolescents qui errent dans des champs internet, qui sont incapables de retourner dans la vie sociale. L'errance transforme des sujets en zombies, pourrait-on dire. Ça fait penser à Jean-Marie Leclésio, qui a développé cette image dans Déluge, à la silhouette faible et maladroite qui ne marche pour rien, qui ne pourra pas s'en aller, coincé, prisonnier. Dans des dénis d'identité, dans des pluri-identités, mais finalement sans identité. Un désir vide, la phanésis que je citais tout à l'heure, la disparition du désir. Dans un temps vide, l'iketnung, c'est vivre dans l'instant, mais l'instant n'a pas de dimension. La mathésis, science unique et normative, a remplacé la métaphysis. Les liens vides, finalement, une société hyper individualiste, c'est une société qui engendre de la solitude et de l'isolement, en toute conséquence de cause. Un des grands enjeux de notre société contemporaine. Donc, difficulté énorme à faire des liens les uns avec les autres, à refaire société en somme. Et les pathologies du vide que j'ai largement développées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Comme par exemple, ça peut être le binge shrinking, l'alcoolisation à haute dose, très vite, le plus vite possible, les logiques de défonce, qui n'ont pas pour but de rapporter de la satisfaction, de la jouissance, qui ont juste pour but de se défoncer. Je vous invite à commenter, je le fais souvent dans un séminaire sur l'addiction à Sainte-Anne, le film de Wittenberg en 2020, Drunk. Vous avez 3 formes d'alcoolisation. Vous avez le binge drinking en ouverture. Vous avez un alcoolisme classique, je ne vous raconte pas la fin si vous ne l'avez pas vu. Et vous avez les autres protagonistes qui sont dans une forme d'alcoolisme pour un jeu. Ça pourrait être ou ça pourrait ne pas être. Typiquement, en écho de cette forme de pathologie du vide, sans but précis, ça apparaît comme ça, on s'ennuie. J'ai appelé ça l'anthropologie du vide, voilà, qui marque ainsi l'entrée de l'Occident dans un champ dépressif en réaction à une perte conséquente, la transcendance. Donc il y a une sorte de formation réactionnaire qui s'est mise en place et qui nous a balancé dans ce type de comportement. Alors évidemment, face à ça, cette formation réactionnaire a entraîné une tentation toujours plus grande, et comment ne pas y céder, et ça c'est un vrai problème, une tentation toujours plus grande de pouvoir exister plutôt que vivre, notamment dans le champ de la virtualité. Quand vous avez des gamins qui sont biberonnés, moi j'en ai un, il a 10 ans, c'est encore pas le cas, mais je suis confrontée à ça, quand il voit qu'on peut avoir on peut avoir une popularité, mais pas seulement une popularité, on peut avoir de l'argent, on peut avoir une place dans la société, simplement en faisant une vidéo qui va être relayée des milliers de vues jusqu'à être sponsorisée, donc à gagner de l'argent. Il y a un pouvoir par la notoriété qui est très facilement accessible par n'importe qui. C'est l'histoire d'un clic, où le moi devient une marchandise dont on peut faire l'autopromotion sans distributeur, sans personne intermédiaire, que l'on peut vendre à loisir et qui rapporte gros. Comment vous allez lui dire, dans un tel contexte, où ChatGPT ou Google est capable de faire des recherches, de vous répondre, qu'il faut apprendre à écrire à la main, quand tout est dicté et transformé en lettres, en 30 secondes, sans effort. Quel est l'argument pour lui apprendre, pour lui dire qu'il faut qu'il retienne cette table de multiplication? Quel est l'argument? Quel est l'argument? Je ne l'ai pas. Là, vous êtes déçus, tout ça pour rien? Non, on va continuer quand même. Mais c'est un vrai problème. Donc effectivement, abordons maintenant, brièvement, je ne vais pas trop m'étendre, la fabrique des existences vides. Pour vous donner un exemple. Quels sont les représentants des existences vides? Les influenceurs, certains politiques, qui n'hésitent pas à faire le buzz pour exister sur la scène médiatique,
exister sur la scène médiatique? Combien sont capables de raconter des conneries simplement pour faire le buzz? C'est Hanouna, vous avez vu le succès qu'il a eu quand même auprès des jeunes générations. C'est Onfray, voilà, qui n'a pas peur de faire de la polémose, de la polémique, peut-être s'éloignant de la vérité philosophique au sens littéral. Qui sont les représentants des vies pleines? Travailleurs, patriarches, vous savez, Victor Hugo, ceux dont le cœur est plein d'un grand amour, d'un but sublime. C'est les propos de Hugo. Moi, je pense toujours, les anonymes, les travailleurs. Moi, je pense toujours, parce que c'est des étudiants que j'ai eus pendant 20 ans, les infirmières, les aides-soignantes, je pense à elles, parce que c'est vraiment un public que je connais très très bien. Enseigner l'éthique depuis 20 ans, l'éthique médicale, la philosophie pratique, comme on dit. Mais quand vous avez, par exemple, 1h30 de RER, 3 changements, ça veut dire un RER de métro pour arriver au boulot, pour faire votre poste, parfois de nuit, parfois le matin très tôt, pour pouvoir faire des toilettes toute la journée, vous avez 30 lits à changer, des lits souillés, avec de l'agressivité, des regards, aucune reconnaissance, que vous rentrez le soir, que vous êtes une maman solo, que vous devez encore vous occuper de vos gamins, que vous êtes tiraillé en permanence, vous n'arrivez pas à vous coucher tellement vous êtes accablé par la fatigue. C'est pas eux qui ont un problème avec les vies vides ou les existences vides. C'est pas eux qui ont cette problématique-là. Parce que là, il y a quelque chose d'un appel, du plein, d'une urgence à la vie, les ventres vides, pour résumer, qui fait qu'on n'a pas affaire à ce genre de problématique. Mais pour nos jeunes générations, comment peuvent-ils faire le distinguo? Vous êtes bien d'accord qu'en tant que parents, en tant qu'enseignants, on ne va pas leur créer des problématiques matérielles volontaires. Mais on ne va pas non plus attendre que la vie nous convoque au pied du mur. Ça veut dire quoi quand la vie, dans sa matérialité, nous convoque au pied du mur, dans le deuil, la perte, le rejet, la souffrance? On ne va pas provoquer ça. On ne va pas attendre cela non plus pour leur transmettre. Pourquoi il y aurait un intérêt à se battre pour la vie plus que pour les existences factices? Pourquoi il y aurait un intérêt à nous engager dans le fait de vivre plutôt que de s'échapper dans des existences factices? Alors, avant de répondre à ça, j'en viens à la question de la reconnaissance. Il y a quelque chose qui nous tient par ces existences virtuelles, c'est la reconnaissance entendue comme popularité, comme starification, qui n'a rien à voir avec la gloire telle qu'elle pouvait être prônée, notamment, on peut la retrouver chez les Romains, avec les hautes valeurs vertueuses. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce ne sont pas les honneurs, c'est la popularité, la célébrité dans ce registre-là. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir célèbre. Je l'ai dit, n'importe qui. Ce n'est pas le fait, une conséquence d'un fait exceptionnel. Je vais être brève, mais c'est très important de comprendre ça. Il y a deux choses. Je distingue la lutte pour la reconnaissance, on va le voir tout de suite. Évidemment, je m'appuie sur les travaux d'Axel Honneth, de la course pour la reconnaissance. Je vais développer. Avant cela, vous dire, primum, vous avez Ricoeur, pour parler que lui, parce que lui a beaucoup travaillé sur la question parcours de la reconnaissance, mais Ricoeur rappelle un fait philosophique qu'on connaît depuis quand même plusieurs décennies. J'ai eu la chance de bien connaître Paul Ricoeur. Bon, voilà. Donc Ricoeur va... je pense à ça parce qu'il a traversé le siècle. Vraiment. Il a été l'un des premiers à traduire Edith Stein, l'empathie, enfin bref. Gadamer aussi, je crois. Et Ricoeur va rappeler un point fondamental. J'aime beaucoup cette idée de besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu pour exister. C'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité. J'existe à travers le regard de l'autre. Ça passe par un regard, ça passe par une parole. Si je dis bonjour à quelqu'un qui ne me répond pas, je peux me poser la question de savoir si j'existe vraiment. Est-ce que tout, comme dirait Descartes, n'est pas un grand rêve? Le regard de l'autre me confirme dans ma propre existence et sa parole me confirme dans ce que je suis. Le lien à l'autre, l'intersubjectivité, la reconnaissance, ma reconnaissance en tant que sujet, passe par l'autre. Le sujet n'existe pas seul. On est toujours pris dans le fil, le maillage de l'intersubjectivité, coucou Husserl. Ce qui avait échappé à Descartes. Donc, j'ai besoin. C'est un besoin fondamental. Je parle de ce besoin en tant que sujet. J'en parle dans tous les champs. Dire, nommer, c'est faire exister, disait Parménide. Quelque chose que vous ne nommez pas ne peut pas exister. Une couleur que vous ne pouvez pas nommer ne peut être conçue. Rien ne fait l'économie d'une parole. Je vous le dis en tant que philosophe, en tant que psy aussi, peut-être surtout. Rien ne peut faire l'économie d'une parole. Une parole fait surgir le sujet. Ne pas regarder, ne pas nommer le sujet, c'est le rendre égal des choses.
c'est le réduire à néant. De ce point de vue-là, la reconnaissance est fondamentale. Elle n'est pas à être mise en question. Deuxième point, la lutte pour la reconnaissance. Axel Honneth a montré que si la reconnaissance est fondamentale dans la construction identitaire, comme l'a évoqué Ricoeur, elle se manifeste, je le rappelle, mais c'est des évidences, par la valorisation des capacités, par la reconnaissance des besoins, par l'importance, la gratitude, la reconnaissance des contributions sociales. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi la lutte pour la reconnaissance comme lutte pour la vie elle-même. C'est une lutte acharnée, équivalente à celle qui peut se jouer entre la vie et la mort. La philosophie sociale, dit Axel Honneth, moderne, est née au moment où l'on a commencé à comprendre la vie en société comme une relation fondée sur la lutte pour la reconnaissance de l'existence. Pour Honneth, cette reconnaissance fondamentale, tant pour le sujet que pour la société, prend trois formes. L'amour, le droit, la reconnaissance de la personne juridique dans le champ social, et la solidarité, la reconnaissance sociale, la non-indifférence. Pour le philosophe allemand, cette reconnaissance n'est pas donnée d'emblée, mais passe par une lutte sociale, qui cherche à dépasser des formes de mépris ou d'injustice, pour au contraire rétablir respect et dignité dans le champ social. Honneth va jusqu'à parler de pathologie sociale, quand cette reconnaissance n'est pas là. Ces pathologies sociales prennent la forme de l'exclusion, de l'humiliation, de la dévalorisation. Ce que dit Honneth, c'est qu'il faut se battre pour la reconnaissance. Alors, c'est tous les combats, les luttes sociales, le droit pour les femmes, le droit pour l'égalité, c'est tous les combats pour la liberté, c'est tous les combats qu'une société a menés. C'est une lutte pour la reconnaissance. Mais ce que dit Honneth, c'est que cette lutte pour la reconnaissance, qui est aussi importante que la lutte pour sa propre survie, des ventres vides, cette lutte pour la reconnaissance, c'est une lutte qui fonde la société, qui est au fondement de la société. C'est un combat nécessaire. C'est là où je quitte Ricoeur et Honneth. Ce que l'on a à faire, notamment dans l'usage du virtuel et des réseaux sociaux, c'est plus une lutte, c'est une course. La course pour la reconnaissance, dont l'enjeu, c'est quoi le but d'une course? C'est d'arriver le premier. On parle d'une course à l'Élysée. Le but d'une course, c'est d'arriver le premier et donc d'éliminer les autres. C'est donc un anéantissement du collectif. C'est donc un anéantissement du champ social. C'est donc ce qui empêche, au sens littéral, de faire société. C'est bien ça à quoi on assiste dans un contexte hyper individualiste. C'est plus d'une lutte collective, dans la reconnaissance de nos droits, de nos places, de nos valeurs. Mais, au contraire, c'est une course dont le but est d'arriver le premier. J'aime résumer l'idée que la lutte pour la reconnaissance, nommer rend vivant, nommer fait surgir le sujet. Alors que dans la course pour la reconnaissance, regarder fait exister. Si Honneth démontre que la lutte pour la reconnaissance est au fondement de la société, que Ricoeur rappelle qu'elle est au fondement du sujet, j'estime que la course pour la reconnaissance entraîne des formes de désubjectivation. L'avènement d'un sujet vide, évidé de sa substance et de fait devenu incapable de lien, de faire société. C'est un champ destructeur pour le champ social contemporain. L'enjeu est donc aussi politique. Alors, question, monsieur, que vous aviez posée en liminaire, il me semble, je crois que c'est vous. Au fond, que cache précisément ce besoin de reconnaissance? Je ne pouvais pas éviter cette question. Et pourquoi est-il si insatiable? Ceux qui sont assujettis à la course pour la reconnaissance ne semblent jamais y trouver satisfaction. J'ose vous dire que de vieux philosophes, 90 ans et plus, ayant tout eu, je te dirai qui en off tout à l'heure, tout eu, parcours académique sans faute, universitaire, des ouvrages à n'en plus finir, reconnus, 90 ans, qui cherchent encore à exister pour avoir un article dans Le Monde. Je ne pouvais pas rester indifférente à ça. Quelle est cette course insatiable? C'est exister encore, on s'accroche à l'exister. Alors plusieurs choses, il faut être honnête. Être reconnu dans la rue, c'est marrant, ça m'est arrivé dans le train tout à l'heure. Vous êtes pédagogue? Ça fait beaucoup de bien l'ego. Bon, j'avais mis mes livres en gros écrits et mon titre, hein, donc bon, c'est facile, j'avoue que bon. Mais évidemment, ça procure du plaisir, il faut être honnête. C'est donc une satisfaction égotique, et ça fait du bien l'ego. Heureusement qu'on a des satisfactions égotiques, nom de Dieu. Donc la jouissance égotique est ce qui alimente aussi
Cette quête de reconnaissance, elle peut être légitime, jusqu'à être extrême, et tomber dans la culture du vide. C'est aussi une réponse à une demande d'amour. Vous savez, quand on parle, c'est très beau, hein, je n'ai pas tout déployé, mais la première des choses, quand un enfant vient au monde, c'est qu'il est reconnu. La reconnaissance, je ne vais pas dire que paternelle, hein, parce que fuck. Pardon. Je suis filmée. Mais oui, on va dire la reconnaissance parentale, pas que paternelle. Même si c'est le père qui reconnaît en général, bon, évidemment la mère. C'est un autre problème. Je reviendrai ici pour le prochain épisode, il y a une suite. Donc ça répond à une demande primordiale d'amour. Oui, j'ai besoin d'être regardé, aimé, reconnu. L'enfant a besoin d'entendre de la part de ses parents qu'il est beau, magnifique, extraordinaire, unique. L'objet d'un amour inqualifiable, oui, c'est tout à fait légitime. C'est aussi une manière de remédier à la lourdeur de la vie, en adoptant une conduite d'évitement, une sorte de tactique de parade. Je cherche à être populaire à tout prix. La vie est trop lourde, je fuis. On peut imaginer ça. Enfin, dernier point, ça je pense que vous l'éprouvez aussi dans vos publics, l'ivresse de la facilité. L'image. C'était marrant l'actualité parfois comment elle se met en place. Il y a eu un documentaire qui est paru sur les... Alors je ne réduis pas ma pensée aux influenceurs, c'est juste emblématique, évidemment c'est un exemple que l'on peut tous comprendre. Il y a eu un documentaire publié par M6 sur les influenceurs. Dubaï, la vie facile, être payé des fortunes pour faire des selfies avec des sacs de marque. Sans responsabilité, sans enjeu, autre que de se maquiller les fesses, Kim Kardashian. Voire pas que les fesses. Bref, et puis en contraste, il y a eu ce débat avec Rachel Keke, je crois que c'était à l'époque, à l'Assemblée nationale à l'époque, sur la retraite. Et elle avait lancé aux députés, combien d'entre vous ont déjà eu l'expérience personnelle d'un travail pénible ? Vous légiférez sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors c'était marrant parce que pour moi c'était emblématique, ces deux univers, des vies vides et des existences faciles. Il y a l'illusion, en tout cas, de la facilité, de vie sans effort, sans enjeu, sans responsabilité, dans cette quête de popularité, où on n'aurait pas besoin, comme dirait Jean Valjean, de gagner son pain, au sens littéral. Donc, la question qui se pose maintenant, et j'ai bientôt fini, vous avez bien résisté, la question qui se pose maintenant, c'est que faire ? Que faire ? Concrètement parlant, quel discours, quelle position, quels étoiles, quel comportement adopter face à nos enfants, face à cette jeune génération qui est tombée immédiatement, je crois qu'on est passé à la génération bêta là depuis 2025, qui est tombée directement dans un monde où ce clivage entre vivre et exister est emblématique. Nous, notre génération, bon, on n'est pas tous le même âge, mais enfin pas mal ici, on a connu, c'est venu après, on a le choix d'une certaine manière, mais eux, qui n'ont connu que ça, quel discours leur tenir ? Alors voilà, je vais vous faire une proposition. Retour à la vie vive. C'est joli parce qu'en anglais, vivide, c'est la vitalité, vivacité. Donc il y avait un jeu de mots dans mon titre, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Donc qu'en est-il de ce sujet divisé, clivé en permanence entre vivre et exister, au point de renoncer à tous ces idéaux pour 5 minutes de gloire ? On n'est plus au quart d'heure d'Andy Warhol. L'accélération. Les logiques des cœurs sincères et des vies dures ont-elles encore leur place au milieu de ces existences vides et de ces sujets en errance ? Qu'est-ce qui peut nous sauver de l'abîme, de l'indifférence, de la vacuité, de la nuit ? Qu'est-ce qui peut nous sortir de la nuit dont parle Bachelard ? De ce néant où le sujet s'absente. Alors, 4 propositions. Le retour au Thomas Sign, ce qu'on appelle classiquement en philo l'émerveillement, l'étonnement. C'est-à-dire être capable de voir autrement, d'interroger, en fait, de faire l'expérience charnelle de la vie. Comment stopper la course ? En passant par exemple, en substituant cette quête effrénée
de l'amour-propre. Alors, pour ceux qui connaissent, au XVIIe siècle, on distinguait l'amour de soi de l'amour-propre. L'amour-propre, c'était l'égotisme, pardon. C'est-à-dire que la vanité, l'orgueil, la première maxime de La Rochefoucauld, je vous invite à la lire, elle est totalement d'actualité. Donc substituer cet amour-propre au profit de l'amour de l'autre. Se souvenir que le lien premier au monde, c'est ce que j'ai appelé l'altérisme, qui fonde un nouvel humanisme, que le lien premier au monde, c'est pas le lien à soi. Un bébé n'existe pas sans l'autre. Le lien premier au monde, c'est l'autre. Sans étayage autre, ce que Freud appelle le Nebenmensch, le prochain, un sujet ne survit pas. D'ailleurs, on dit aussi, ça a été prouvé, qu'un bébé, un enfant à qui on donne tous les soins d'étayage nécessaires, tous les besoins, on répond à tous ses besoins, mais à qui on ne parle pas, meurt. Le lien humain qui passe, le regard, la parole, je le disais, c'est ce qui fait le sujet. Donc renforcer, en étant capable de s'étonner, de s'interroger de toutes choses, comme si on voyait le monde en faisant une expérience charnelle. Bref, le corps, il a sa part, et pour beaucoup, remettre de la corporité, de la matière, dans le lien premier au monde. Le deuxième rapport, c'est le deuxième principe, qui sont les principes mêmes de la philosophie. L'étonnement, premier acte de philosophie. Tiens, pourquoi? Ce que font très bien les enfants, mais après, oublient de le faire. Tiens, maman, pourquoi y a-t-il des étoiles dans le ciel? C'est Héraclite, ça. Un jour, j'en parlais à mon fils. Bah oui, pourquoi? Il y a le jour après la nuit. Et il m'a répondu, il y a la nuit après le jour aussi, hein, maman? Oui, certes. Pourquoi? Ils le font. Ce regard premier du monde. Ce regard enfantin qui porte la curiosité, qui suppose le savoir, la connaissance, l'expérience, l'engagement dans le monde. Premier point. Deuxième point, l'humilité. Humus, même étymologie, humain. L'humilité. Savoir qu'on ne sait pas tout, savoir qu'on est un être clivé, un être fait de manque, constitué sur le manque, qu'il ne faudrait pas chercher à combler, fait d'ignorance, la part manquante, la vulnérabilité, la possibilité du plein. Reconnaître cette part de manque, de vide, pour accueillir la possibilité du plein. Se souvenir qu'on est un sujet imparfait. À l'heure de la toute-puissance numérique, algorithmique, du formatage, de l'uniformisation, du conformisme, de l'écriture comme ChatGPT par exemple, ça fait du bien de savoir qu'on est un être de manque, de vulnérabilité, d'imperfection, d'ignorance, que le langage comme l'écriture est pulsionnel, et qu'en cela il est unique. L'amour de la vérité, bah oui, à l'heure des fakes, mon Dieu que j'ai pu écrire sur ça, qui est quand même la vocation du philosophe, tendre vers, a priori, du philosophe, tendre vers la vérité. Alors pas que la vérité mathématique, hein. La vérité au sens métaphysique, au sens d'aletheia. Soulever le voile de l'être, laisser apparaître une vérité qu'on ne peut jamais embrasser en totalité. Réfléchir aux transcendantaux, tendre vers qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que le beau. Avoir ce souci de vérité, la porter en soi comme une évidence. Le souci de la vérité, c'est aussi, en posant la question par exemple de savoir ce qu'est le bien, c'est remettre au cœur de la société, du vivre ensemble, la notion de la philia, au sens d'Aristote. Le lien à l'autre. La philia suppose le bien. La philia, c'est vouloir faire du bien à l'autre. Et si on est tous amis les uns les autres, qui veut faire du mal à son ami? Ça paraît évident. Remettre ce lien social au cœur de la cité, avec une réflexion, une fondation. Remettre le bien, au sens collectif, pas au sens moral, au sens aristotélicien, pas au sens kantien, au cœur de la cité. Et je termine par cette éthique de la sincérité. Alors, qu'en est-il de cette éthique de la sincérité? L'éthique de la sincérité, pour être brève, elle repose sur 3 grands piliers, qu'on retrouve d'ailleurs ici en partie. Donc là, juste pour résumer, le Thomas Zayn, l'émerveillement, l'importance de la question, du pourquoi, l'interrogation du monde, le regard, l'humilité et le souci de la vérité sont les 3 grandes vertus du philosophe. Être philosophe, c'est porter en soi ces principes-là. Une éthique de la sincérité peut se définir à partir, donc elle repose sur 3 grands piliers, le courage, l'humilité et l'engagement. Le courage, oser être soi, avoir le courage de ses convictions. L'humilité, se rappeler qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc forcément, cette éthique de la sincérité
c'est pas une éthique de la transparence, ça ne peut jamais être radical. On peut montrer que ce que l'on possède, et on possède seulement qu'une partie de soi, de la connaissance de soi. Et troisième enjeu, c'est le troisième pilier, c'est l'engagement. Comment puis-je être en lien avec le monde si je ne m'engage pas totalement avec le monde? Comment puis-je établir des relations vraies, sincères, avec l'autre si je ne suis pas moi-même? Partons de là. Ça biaise le champ. Faut-il encore avoir le courage d'être soi vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du monde? C'est un grand enjeu à l'heure justement des existences factices virtuelles, des masques, des filtres, je cherchais le terme. C'est un grand enjeu d'avoir le courage d'être soi. C'est une grande lutte, c'est un grand courage aujourd'hui. Alors la sincérité, c'est quoi? La sincérité se définit comme le fait d'être en adéquation avec soi-même. Elle suppose donc le fait de savoir ce que c'est qu'être soi-même, dans les limites que je viens d'évoquer. Faire et en faisant se faire, disait Jules Lequier, philosophe breton du 19e que Sartre a pillé. Faire et en faisant se faire. On est en instance d'être, on n'est jamais achevé. Demain, peut-être, peut remettre tout en question ce que je suis aujourd'hui. D'où cette éthique de la sincérité qui permet de cheminer vers davantage de connaissance de soi. Concrètement, elle prend la forme suivante. Vous le disiez, vous parliez de cohérence, d'alignement. Être sincère, c'est donc être en adéquation avec soi-même, au sens littéral, mettre en adéquation ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Elle suppose donc une intention, mais aussi une action. Et parce qu'elle est agir sur le monde, elle est lien avec le monde. Elle prend en compte nos vulnérabilités, nos manques à être, nos inachèvements. Cette éthique de la sincérité est une éthique donc de l'engagement radical avec l'autre, mais aussi et surtout une éthique de la décision libre. Et donc une éthique de la responsabilité. Je m'explique. Comment puis-je décider? Decidere en latin, ça veut dire trancher. Si je ne me connais pas assez pour savoir ce que je peux plus ou moins assumer. Ce qui signifie que plus je sais, plus je suis capable de déterminer ce que je peux plus ou moins assumer, et donc connaître les conséquences, établir une hiérarchie, une priorité dans les conséquences de mes choix, plus je peux décider librement. La liberté entendue comme celle du libre arbitre, j'aime toujours à la définir de la manière suivante. Être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes, acte 1, et d'en devenir responsable, acte 2. Le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Mais comment puis-je choisir mes propres contraintes et donc prioriser mes contraintes si je ne me connais pas assez pour savoir ce que je peux plus ou moins assumer? Plus je suis sincère, plus je suis libre. C'est ça l'enjeu, un des enjeux de l'éthique de la sincérité. Un autre enjeu est d'être capable de déterminer quelle peut être notre place dans l'existence. Quand cette place évolue à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, on n'est pas le même. Je reprends, faire et en faisant se faire. Cette place dans la société, c'est une place qui permet de s'acquérir seulement parce que je sais quel peut être mon désir, parce que je sais ce que je suis, ce que je veux, ce que je peux plus ou moins assumer. Or, quand on est à sa place dans l'existence, être à sa place, on ne veut ni ne souhaite rien d'autre que de persévérer dans son être. On est bien, au sens où l'entend Aristote, comme le fait d'accomplir ce pourquoi on est fait dans notre nature. Quand on accomplit ce pourquoi on est fait dans notre nature, en adéquation avec nous-mêmes, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, on ne souhaite ni ne veut rien d'autre. C'est ça qui permet de faire société. Loin de la pléonexie, vouloir posséder ce que l'autre a. Loin des envieux, être jaloux de ce que l'autre possède. Non, je suis à ma place, je suis bien. C'est une manière de définir aussi ce que peut être le bonheur. Cette éthique de la sincérité, qui est une éthique de l'engagement vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi, qui est une éthique de la décision libre, elle permet, à proprement dit, de faire le pari de la relation à l'autre. Non pas une relation qui serait simplement le résidu de connexion, mais d'une relation dans laquelle on ouvre une porte qui permet d'établir une rencontre au sens lévinasien avec l'autre. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Lévinas qui rappelle que l'avenir, c'est l'autre. Dans un monde hyper individualiste, très centré sur soi, dans une culture de la jouissance, qui promeut des comportements de vide. Je ne vous ai pas cité le brain rot. Le brain rot, c'est la putréfaction du cerveau.
mes étudiants qui ont travaillé sur ça. Le brain rot, c'est que vous allez, par exemple, regarder des vidéos de personnes d'une tête qui sortent de toilettes et qui chantent la même chose, en répétition. Vous avez plein de variantes. Pendant des heures. Putréfaction du cerveau. Il y a de la quantité de phénomènes comme ça. Je ne suis pas en train de décrire quelque chose d'à part. Donc, une éthique de la sincérité, ça suppose un engagement. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une réciprocité. Mais ça garantit au moins quelque chose. Ça garantit une possibilité, une ouverture, une possibilité offerte à l'autre pour transformer une connexion en rencontre. Une rencontre, comme dirait Lévinas, authentiquement humaine. Conclusion. Il nous faut nous retrousser les manches, faire acte de courbure, et comme dirait Wittgenstein, retourner le sol rocailleux, le roc dur du monde. Faisons une ode à la vie terrienne. Il nous faut retrouver la matérialité et la vérité de la terre, la matière. Le vide que nous traversons 40 ans après l'ère du vide de Lipovetsky n'est pas seulement un vide social, idéologique, sociologique, ce n'est pas un vide existentiel, ni celui de la dépression ou du suicide, c'est un vide insignifiant, celui de la vacuité, de l'indifférence entendue comme équivalence. Fait de rien, ça ne fait rien. Peu importe, je m'en fous. Qui s'additionne et qui ronge peu à peu tout le reste. Des vides contagieux aussi, qui se répandent au fil des réseaux. Ce vide contagieux et diffus nous place en face de plusieurs vérités. Vivre, c'est dur. Le sol rocailleux, le roc dur du monde, c'est matériel. On ne peut pas y échapper. Ça oblige à une vérité de soi, on ne se défile pas. Les yeux dans les yeux, le regard, le goût de l'autre. On ne peut pas se cacher même dans un trou de souris, même si nombre de nos situations déjà vécues nous en donneraient l'envie. C'est un combat, c'est une guerre, un effort. C'est fatigant de vivre. D'ailleurs, c'est une véritable tragédie dont on connaît la fin. Qu'a fait Sophocle? Pas grand-chose au regard de la vie. Vivre, c'est fatigant à l'extrême et c'est gratuit. Ça rapporte rien. Vivre, c'est toucher la terre, se blesser encore et encore, en avoir jusqu'au cou, se salir les mains et les pieds, être recouvert de boue, pleurer d'avoir les bleus plein les jambes, des ampoules plein les mains, pleurer de douleur et de fatigue, de courbure et de pliure, pleurer de se sentir vivant parmi les vivants, pleurer de joie. Vivre, c'est cultiver la terre, humus, humanité, en nous. Or, peut-être qu'aujourd'hui, la seule manière que l'on a de s'en sortir, de sortir de ces mécanismes d'évitement, sans cesse répétés par peur ou par lâcheté, c'est de nous comporter en philosophe. Quand est philosophe celui capable d'engagement sincère? Dans ce monde de rencontres authentiques avec l'autre, de tous nous comporter en philosophe, de tous avoir le courage de l'humilité, de nous battre à nouveau pour la vérité avec la force des lèvres, du cœur, des bras, comme le disait Aragon. De tous nous lever, et comme un seul homme, imposer au cœur des rapports sociaux et politiques la puissance et la reconnaissance de la filia. D'imposer au sein de notre société humaine, pour nous comme pour nos enfants, une éthique capable de nous prémunir, une bonne fois pour toutes, des dangers d'une sociabilité en pleine mutation, une éthique de la sincérité en somme, qui n'est autre que celle de la liberté et de l'engagement. De tous se lever et relever les manches, d'y aller avec la sueur sur le front et de renverser le vide par la vérité. Parce que nous comporter en philosophe, c'est surtout nous comporter en homme. Parce que, pour être tout à fait homme, il faut encore un peu plus et un peu moins qu'être homme. Le philosophe est l'homme qui s'éveille et qui parle. Et l'homme contient silencieusement les paradoxes de la vie. Parce que pour être tout à fait homme, il faut être un peu plus et un peu moins qu'homme, chuchote Merleau-Ponty, parce que pour être tout à fait humain, il faut avoir le courage de vivre sans jamais avoir la certitude d'exister. Je vous remercie.